Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à la découverte d'une brasserie belge nichée au cœur du Hainaut dans le petit village de Tourpes. Elle perpétue une tradition brassicole héritée du 19e siècle, portée par 4 générations d'une même famille et dont la bière phare, la Saison du Pont, est aujourd'hui considérée comme une référence mondiale du style saison. Saison 8, épisode 10, Olivier de Decker, brasserie du Pont à Tourpes, en Belgique. Cet épisode du Podcapsuleur vous est proposé dans le cadre d'un partenariat avec la brasserie du Pont. Direction Tourpes, un petit village discret de la commune de Leuze-en-Hainaut, à quelques kilomètres de la frontière française. Ici, une ferme bâtie en 1759 abrite l'une des brasseries les plus emblématiques de Belgique. Si la ferme est ancienne, c'est en 1844 qu'elle devient ferme brasserie, et c'est en 1920 que Louis Dupont deviendra propriétaire des lieux. L'aventure peut commencer. Bonjour, je m'appelle Olivier de Decker, bienvenue à la brasserie du Pont. Olivier, nous sommes à Tourpes, dans une ferme brasserie, qui était une ferme avant de devenir ferme brasserie. Là, on est en 1759. On brasse les premières bières ici en 1844. Et puis, quelques années plus tard, un certain Louis Dupont, qui donnera son nom à cette brasserie, arrive. On est en 1920. Alors, qui était ce Louis Dupont ? Eh bien, Louis Dupont, il deviendra plus tard l'oncle de mon grand-père. Louis Dupont était un jeune agronome sorti des études. Il voulait s'expatrier au Canada pour y exploiter une ferme. Et pour qu'il ne parte pas au Canada, ses parents lui ont acheté la ferme-brasserie Rimaud de Rieder qui était exploitée à Tourpes. Et donc il a exploité la brasserie seul toute une période et puis il s'est associé avec son neveu, Sylvain Rosier, qui était donc mon grand-père. Donc ton grand-père arrive juste après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, en 1945, et c'est lui qui va finalement développer considérablement cette brasserie Dupont et l'ancrer dans le paysage brassicole belge. Déjà pendant la guerre, il faisait des incursions jusque Tourpes, il a commencé à aménager la maison pour sa famille, et puis vraiment après la guerre, il s'est installé, à temps plein, et il a vraiment développé des parties plus techniques de la brasserie. On peut penser au fait que, grâce à lui, la brasserie Dupont a pu produire une pils, donc une bière de fermentation basse, ce qui était très important à l'époque parce que nombre de brasseries ont disparu en Belgique, n'étant pas capables de produire de la pils. Lui, il avait la technique pour faire tout ça. Et puis, à cette période, les bières de saison étaient quand même des bières qui commencent à se vendre difficilement. Et mon grand-père, Sylvain, a cherché des alternatives à la vente de la Saison du Pont, tout en respectant l'âme de la brasserie. Et c'est comme ça qu'il a développé une bière qui s'est appelée au départ la Trappiste de la Monette, pour devenir ensuite l'Abbaye de la Monette, et maintenant tout simplement la Monette. Une bière qui a permis à la brasserie de bien passer les années difficiles de l'époque. Alors ça, on va y revenir bien sûr, mais d'abord on va faire un focus sur l'histoire familiale parce que donc Louis Dupont a un neveu qui est ton grand-père, Sylvain Rosier. Depuis l'origine, la brasserie est toujours restée dans la famille, c'est une brasserie familiale. Tout à fait, donc elle passe de Louis Dupont à son neveu Sylvain Rosier. Et Sylvain, donc mon grand-père avait 3 enfants, Claude, Marc et Guylaine. C'est à eux qu'il a transmis la brasserie. C'est son fils Marc qui a géré la brasserie de 1964 à 2002. Moi-même, je suis un des petits-enfants de Sylvain Rosier. Et donc, j'ai travaillé avec mon oncle Marc Rosier de 1990 à 2002. Et ensuite, j'ai pris le relais au niveau de la gestion de la brasserie pour la famille. Donc aujourd'hui, nous sommes encore 13 actionnaires avec mes frères, cousins, cousines, le fils d'un de mes cousins et encore ma maman et ma tante qui sont encore actionnaires. Pour l'anecdote, ton épouse est aussi embarquée dans l'aventure puisqu'elle est ingénieure chimiste en agroalimentaire et docteur en microbio. Ici, elle gère la fromagerie puisqu'il y a une fromagerie depuis 1994 où on fabrique du fromage lavé à la bière, en tout cas en lien avec la bière. Et puis, c'est elle aussi qui gère la partie microbio de la brasserie. Oui, c'est sûr. Donc Pascal est rentré effectivement en 1994. Et alors, depuis le départ de ma tante Claude Rosier, qui est partie à la retraite, elle a repris toute la partie aussi microbio de la brasserie et entre autres la culture de nos fameuses levures bien spécifiques.
Ouais, alors les levures, là on fera tout un chapitre parce que elles sont balèzes, les levures chez Dupont. On a parlé de la moinette, on a parlé de la Pils, mais ce qui fait un peu le totem là qu'on pourrait mettre en bord de route de la brasserie, c'est sa fameuse saison, la saison Dupont, qui est aujourd'hui une référence très célèbre, très populaire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, il y a vraiment eu des périodes compliquées pour les bières saison. Ben, c'était le cas dans énormément de fermes brasseries belges également. Donc c'était un style de bière qui n'était plus, on va dire, au goût du jour. Bon, déjà en grande partie, les gens sont tournés vers des bières de fermentation basse comme les Pils. Et en bière de fermentation haute, je crois que le public allait majoritairement vers des bières de type bière d'abbaye ou des bières plus consensuelles, des bières plus fortes. Et donc cette saison tombait vraiment à de faibles volumes, mais la chance qu'on a finalement, c'est que à la brasserie Dupont, on n'a jamais envisagé de changer la recette, même si la bière commercialement ne tournait plus beaucoup. En boisson familiale, c'était toujours chez nous une bière qui était consommée de façon très régulière, parce que c'est une bière dans laquelle on croyait et qui nous plaisait. Et le fait de l'avoir laissé traverser cette période compliquée sans la changer, c'est un bonus, parce que quand d'autres consommateurs l'ont découverte, ils ont trouvé ça assez impressionnant qu'un style de bière aussi simple, aussi typé, soit resté identique à ce qu'il était auparavant. Et pas mal de gens ont été flattés par cette bière et ça a permis de la relancer à plus grande échelle à ce moment-là. Si on s'arrête sur le style saison, c'est un style qui trouve son berceau dans la région de Wallonie-Picarde. Bon, évidemment, il s'embrasse ailleurs, mais en tout cas pour la partie belge, c'est vraiment dans cette région-là qu'on est très amateur de ce style. C'était un style qui était destiné aux ouvriers. Oui, effectivement. Et dans la région, je veux dire qu'on va parler de saison produite dans des fermes brasseries. C'est la petite nuance. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, ces fermes brasseries avaient quand même pas mal de personnel saisonnier sur les champs. Et l'idée de ces bières de saison, de ces bières de type saison produites en ferme brasserie, c'était de pouvoir désaltérer les ouvriers sur le champ, mais également pendant la saison hivernale, qui était la seule saison pendant laquelle ces bières étaient produites, eh bien, le fait de brasser générait une production de drèche qui était destinée au bétail de ces fermes brasseries. Et donc dans notre cas, dans ces années, il y avait 10-12 brassins de saison par an, uniquement sur la période hivernale. Donc c'était vraiment pas des grosses productions, mais c'était ce qui était nécessaire pour les ouvriers, pour les quelques cafés qui étaient livrés en direct. Et donc on parle d'une bière vraiment très simple, finalement, produite avec des matières premières de base. La nuance d'une ferme brasserie à une autre, c'est simplement, on va dire, la recette. Certaines brasseries utilisaient telle et telle céréale, d'autres y ajoutaient des céréales plus colorées. Mais je veux dire que le dénominateur commun pour toutes ces bières, ça devait être des bières qui étaient suffisamment sèches, suffisamment atténuées, donc sans aucun sucre résiduel, une amertume franche. On ne demande pas une amertume extrême, mais une amertume bien marquée. Et un taux d'alcool pas trop élevé, donc de quoi désaltérer en toute sécurité. Toi, quand tu arrives à la brasserie en 1990, la saison Dupont, c'est encore une petite production. Tu disais que la famille était toujours restée très attachée à cette bière et en consommait au quotidien, mais elle ne se vend plus ou plus très bien. Pourtant, il va y avoir un renouveau du style saison. Qu'est-ce qui va faire que la saison Dupont va retrouver ses lettres de noblesse ? Donc effectivement, en 90, à l'époque on faisait plus ou moins 80 brassins par an, et s'il y avait 3 ou 4 brassins de saison, c'est beaucoup, donc c'était pas grand-chose. On avait pas mal malgré tout de critiques assez intéressantes par certains journalistes bière, et on va penser par exemple à Michael Jackson, le critique bière, qui vraiment a découvert la saison Dupont, qui en a fait vraiment des chapitres importants dans ses bouquins. Assez simplement, on a vu un jour, en 93, débarquer un importateur américain qui voulait importer la saison Dupont. Alors mon oncle avait connu le déclin de la saison et qui voyait que la moinette performait vraiment, lui disait « Ok, mais goûtez la moinette ». Donc il voulait absolument lui refiler de la moinette blonde, et pas que de la saison, parce qu'il pensait que la saison, ça n'allait pas marcher, mais que la moinette marcherait mieux. Et l'importateur à ce niveau, il voulait la saison Dupont, point final. Et c'est vraiment un des points de départ du regain d'intérêt pour la saison Dupont. C'est les ventes qui sont développées rapidement aux USA et qui ont fait, je vais dire, tâche dans d'autres pays, et d'autres importateurs potentiels ont découvert ça en Amérique. Il y a eu
de plus en plus d'articles là-dessus et ça nous a permis vraiment de renforcer la position de la saison. La saison du Pont est devenue progressivement de nouveau le produit numéro 1 de la brasserie grâce à l'export. Aujourd'hui, en 2026, la brasserie produit 30 000 hectos par an. 36% de ces 30 000 hectos, un tiers, c'est de la saison du Pont. Oui, en augmentation depuis quelques temps. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est que 36% pour la saison du Pont. Et puis si on prend la deuxième bière, c'est la saison bio, avec 25% des ventes. Donc, et on a encore d'autres saisons, comme la saison légère ou la saison dry hop. Nos saisons représentent 66% de la production de la brasserie. On peut en parler du bio justement parce que c'est en 1990 que la première bière bio sort des cuves de la brasserie du Pont et d'ailleurs à l'époque c'est un phénomène puisque la brasserie du Pont est la première brasserie de Belgique à produire une bière bio. Donc c'est mon oncle Marc Rosier qui a démarré les premières productions en 90 et effectivement le fait de sortir une bière bio, même au niveau de ses confrères certains étaient un petit peu étonnés qu'on sorte une bière biologique et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les autres étaient des bières chimiques. Donc il y a eu pas mal de réactions de différents brasseurs, voire de la fédération, mais il a tenu bon, parce que des bières bio existaient déjà dans des pays proches, comme France, Pays-Bas, Angleterre, donc c'était pour lui une suite logique, et ces bières bio ont rapidement rencontré un intérêt certain. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce aux Américains que la saison du Pont a redémarré ? C'est en grande partie grâce aux Américains, c'est vrai. Ce que je n'ai pas dit malgré tout, c'est que même une bière comme la Moinette, c'est quand même une bière inspirée par le style saison. Donc, quand mon grand-père a voulu renouer avec plus de production et de vente, une de ses recettes, ça a été de faire une nouvelle version de bière à partir de la saison du Pont, mais en faisant une saison du Pont plus forte, plus riche en malt, en houblon, mais toujours avec la même levure et la même technique de fabrication. Donc on reste sur une bière très atténuée, donc sans aucun sucre résiduel, une amertume franche, mais effectivement une teneur en alcool supérieure à celle que devrait avoir une saison. Donc nous, on aime bien qualifier la Moinette blonde ou la Bonveux comme étant des doubles saisons. Si la saison du Pont est aujourd'hui le premier produit dans le portefeuille de la brasserie, c'est pas pour autant que l'histoire a été effacée. On va retrouver la Moinette, on va retrouver la Pils et encore un portefeuille de bières assez large, mais toujours avec cette signature ferme brassicole. Oui, disons que c'est gai de maintenir pas mal de bières différentes pour l'histoire de la brasserie. C'est parfois gai aussi d'en créer d'autres, mais toujours en gardant l'esprit de la brasserie du Pont. Et donc c'est pour ça que on va dire que pour toutes nos bières, à l'exception de la Pils, pour toutes nos bières, on s'amuse toujours à faire ces bières avec la levure du Pont, parce qu'elle a une signature assez particulière. Et les techniques de production, que ce soit en salle de brassage ou en cave, donc je parle des types de cuves, tout ça on garde aussi pour toutes nos bières. Donc on a une signature maison qui est quand même assez importante, mais on va produire aussi bien de la Pils que de la saison, de la Moinette, un stout, la bière de miel, de nouveau pour renouer avec le passé. On a une diversité assez importante dans les bières qu'on produit. Oui, la bière de miel, on n'en a pas parlé, ça c'est un clin d'œil à l'histoire, puisque c'est une bière qui a été lancée relativement récemment, mais elle était brassée historiquement dans cette ferme brasserie avant que Louis Dupont n'arrive en 1920. Effectivement, mais c'est une histoire qu'on ne connaissait pas. On a ignoré jusqu'en 1995 que la brasserie Rimaud de Rieder, donc celle que Louis Dupont a rachetée, que cette brasserie était spécialisée dans la production de bière de miel. Donc, bien sûr de la bière saison, mais également de la bière de miel. Et que cette ferme brasserie avait gagné de nombreuses médailles dans des concours agricoles régionaux pour cette bière de miel. Et quand on a vu cette publicité arriver, on s'est dit ok, on va refaire une bière, on va conserver le nom, le visuel de l'époque. On va retirer juste quelques mentions publicitaires du style la plus pure, la plus hygiénique à ce jour, pour garder vraiment le logo et le dessin. Et bien sûr, on n'avait pas la recette, donc on a recréé quelque chose juste pour le fun, pour faire revivre ce type de bière. Donc la prochaine étape, après la fromagerie qui a maintenant une quarantaine d'années, ça va être de réinstaller des ruches ? Il ne faut jamais dire jamais, donc on verra.
En tout cas, tu nous reçois ici. Alors là, c'est aussi anecdotique et chargé d'histoire. On est dans la salle à manger de la famille, puisque tu as grandi ici quand tu étais enfant. Évidemment, la brasserie n'avait pas le visage qu'elle a aujourd'hui. Les murs ont été poussés et les locaux se sont agrandis pour développer la production. Mais en tout cas, ce qui était une évidence pour la famille, c'était de rester ancré ici à Tourpes, dans ce village où l'histoire a commencé. Effectivement, donc dans la maison où on se trouve ici, c'est mon grand-père qui vivait avec ma tante Claude et ses enfants. Mes parents habitent à 500 mètres d'ici et Marc Rosier également à 500 mètres. Tous les petits-enfants, donc les actionnaires actuels, on a tous passé notre enfance en grande partie à la brasserie, vu que c'était la maison du grand-père où tous les repas de fête et compagnie se faisaient. Donc pour toute ma génération, donc on est 10 dans ma génération, il y a vraiment un attachement sentimental, émotif même, très important à la brasserie. Tu as 3 enfants, 61 ans, tu n'es pas encore en retraite, en pension comme on dit en Belgique, mais il faut déjà y penser. L'avenir de la brasserie du Pont? L'avenir de la brasserie du Pont, c'est société familiale. On a déjà un fils d'une de mes cousines, Thibaut, qui travaille à la brasserie. D'autres suivront peut-être. Et alors, pour la partie brassage, on n'a pas de candidat ingénieur brasseur dans la famille, dans la génération qui suit. Donc, on vient d'engager un brasseur depuis bientôt 12 mois pour diriger toute la production dans les années qui viennent. Donc, l'avenir est assuré? L'avenir est assuré, bien sûr. On prépare l'avenir progressivement et c'est important pour des sociétés qui ont grandi comme ça, de structurer un petit peu, de pouvoir perpétuer la tradition, l'histoire pour plusieurs générations. Et sans changer la recette? Sans changer les recettes, on travaille à partir de matières premières qui sont naturelles, donc qui peuvent fluctuer un petit peu d'une année à l'autre. Il faut juste s'adapter à tout ça, mais sans changer les recettes, il faut pouvoir s'adapter à différentes contraintes extérieures ou à un matériel différent. Mais l'idée est vraiment de garder l'esprit de tradition, l'esprit d'histoire, parce que c'est des techniques historiques, c'est important de les conserver. Et il faut essayer de mélanger tout ça avec beaucoup de passion et on arrive à faire des produits fort intéressants. On pourrait brasser la saison du Pont dans une brasserie moderne? On pourrait brasser une saison dans une brasserie moderne. Ce ne sera pas la saison du Pont, mais il y a d'autres brasseries qui font des saisons qui sont tout à fait correctes également. Mais ici, l'intérêt qu'on a, c'est finalement une chance d'avoir un site historique et des techniques familiales très anciennes. Finalement, c'est à la fois un défi et une chance de pouvoir maintenir ces techniques historiques en activité, de s'en servir pour exprimer une signature encore plus forte sur le produit. C'est parti pour la visite. Olivier, nous nous retrouvons ici. Alors on est dans l'antichambre de la salle de brassage avec déjà une sorte de petit musée, ou en tout cas cette vieille cuve de brassage, intérieur cuivre, bardé de bois. On a l'impression d'être devant un vestige, mais ce serait pas sympa pour toi parce que tu as travaillé avec cet outil-là. Oui, donc c'est une cuve matière. Historiquement, à la brasserie, dans une cuve matière, on faisait le mélange de malt et d'eau. Pour le faire chauffer, pour le faire monter en température, on ajoutait de l'eau bouillante. Donc c'était une technique assez particulière. Jusqu'en 2008, j'ai encore travaillé avec cette cuve, mais à l'époque, elle ne servait plus que de cuve filtre. Donc on faisait l'empâtage d'une cuve en cuivre, chauffée à feu nu, et on filtrait uniquement dans cette cuve. Et alors on a dû arrêter de l'employer parce que c'est une cuve en fonte martelée, et comme on le voit, elle commence à se décomposer un petit peu à la fois. Il y avait beaucoup de contraintes aussi, et donc on est passé sur une cuve filtre plus moderne. On est dans la partie musée, alors il y a encore de vieux filtres, une vieille embouteilleuse, des vestiges aussi de la malterie, puisque dans une ferme brasserie, bien souvent, on cultivait son orge et on produisait son malt. Tout à fait, donc on a un petit chariot aussi de transport de malt, mais on a pu malter sur air jusqu'en 1988, mais alors la touraille, donc la partie séchage du grain a pris feu en 1988, donc c'était complètement détruit. Ça a failli faire cramer aussi la salle de brassage, donc on a décidé d'arrêter cette production de malt, qui de toute façon devenait beaucoup trop petite par rapport à ce qu'on faisait. Et donc ça a été stoppé, mais évidemment,
Aujourd'hui, depuis à une époque où on aime bien avoir des petites spécificités de matières premières, si on avait encore cette malterie, on se serait amusé aussi à faire des choses particulières avec ça, mais bon, ce serait impossible de remettre ça en activité aujourd'hui. Un truc qui n'a pas bougé, c'est la source dans laquelle est puisée l'eau qui va servir à la production de la bière. Oui, donc on pompe toujours l'eau dans la même nappe. Depuis, le puits a été déplacé, mais c'est toujours la même nappe depuis longtemps. Et donc on pompe une eau aujourd'hui à 80 mètres de profondeur. Une eau très particulière, c'est notamment une eau très dure. Et on emploie l'eau telle qu'elle, donc sans aucune modification de sa composition. Et c'est un petit peu ça aussi qui va orienter le goût, le profil de nos produits. Alors on va entrer dans la salle de brassage. Voilà, alors les cuves d'empâtage sont en hauteur. Là, c'est une cuve d'empâtage, mais aujourd'hui, les deux cuves en cuivre qui sont là servent toutes les deux de cuves d'ébullition. Et leur particularité, c'est qu'elles sont chauffées par des brûleurs gaz directement sous les cuves. Donc c'est une technique de chauffage à feu nu. Et en chauffant comme ça le fond d'une cuve en cuivre avec un brûleur gaz, on va générer un point très chaud sur une partie du fond de la cuve. Le cuivre va devenir rouge. De cette zone très très chaude vont partir des mouvements de convection particuliers dans la cuve et surtout une certaine caramélisation des sucres. On va jouer sur le corps du mou, mais donc le corps de la bière future, par cette technique de chauffage à feu nu. C'est un peu énergivore ? C'est énergivore, c'est le gros reproche qu'on peut faire. Comme cette technique de chauffage direct, par définition, c'est énergivore. Donc c'est là-dessus qu'on a dû travailler aussi au niveau des réglages des brûleurs, des choses comme ça, mais ça reste énergivore, c'est certain. Alors on a toujours des cuves en cuivre, elles sont d'époque ? Les cuves en cuivre datent de 1920, donc les précédentes avaient été, on va dire, abîmées pendant la guerre. Celles-là sont de 1920 toujours, et on a dû déjà plusieurs fois intervenir pour les remettre en état, mais c'est vraiment un souhait de les garder en activité pour pouvoir conserver la technique de chauffage à feu nu. C'est un compromis entre garder une technique historique et garder les cuves en bon état également. Alors évidemment, il y a du cuivre, mais il y a aussi pas mal d'inox. Là, on est dans la partie plus moderne. Oui, effectivement, les deux types de cuves fonctionnent ensemble, dans le sens où on va faire un empâtage dans une cuve en inox, qui va être chauffée cette fois-ci par eau double vapeur. Et c'est une étape où le chauffage à feu nu a moins de raison de s'exprimer, donc on est passé facilement vers la cuve inox pour l'empâtage. La seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a dimensionné la cuve en fonction de ce qu'étaient les dimensions de la cuve d'empâtage en cuivre originale. Donc on a adapté le profil de la nouvelle cuve en inox et on a préféré consacrer les cuves en cuivre uniquement pour la phase d'ébullition. Alors dans la partie moderne, on a également la nouvelle cuve de filtration qui remplace la cuve matière dont on a parlé tout à l'heure. Et là, de nouveau, le fait de passer sur une cuve plus moderne pour la filtration, c'est plus des côtés positifs pour le mou produit que des côtés négatifs. La partie vraiment organoleptique se joue beaucoup sur la phase d'ébullition. Oui, avec la caramélisation de certains sucres qui apportent sa typicité à la bière brassée par la brasserie du Pont. Exactement. Alors on continue, parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises. L'étape suivante, ça va être la fermentation dans nos fameuses cuves carrées à fond plat. On y va. Ici dans les caves qu'on traverse, c'est vraiment la cave historique qui est très basse de plafond. Et c'est là qu'on a toute une série de cuves de fermentation de différentes capacités. Les capacités ont augmenté un petit peu avec l'histoire de la brasserie. Des cuves à fond plat qui étaient en aluminium ont été remplacées par des cuves en inox. Mais on a chaque fois voulu conserver la forme particulière des cuves. Et donc, de nouveau, on passe d'un matériau comme l'aluminium vers l'inox. Et c'est pour des questions d'hygiène et de qualité du produit. Mais ce qui est vraiment important, c'est la forme des cuves. Donc, dans ces cuves de fermentation à fond plat, on va fermenter 1 mètre de mou. Je parle de hauteur. Et donc, on a une levure qui travaille sous faible contrainte de pression. Et la levure va produire beaucoup d'ester, beaucoup d'arômes fruités, beaucoup de corps dans nos bières, par opposition à des cuves cylindres coniques de 5, 10, 15, 20 ou plus mètres de hauteur, où on aura des bières où la levure s'exprimera de manière différente. Donc on a voulu, nous, dans toute l'extension de la brasserie, on a voulu conserver uniquement des cuves de fermentation carrées à fond plat. Et alors ces cuves, parce que finalement on ne les voit pas, elles sont cachées dans les murs. Elles ont quelle capacité ? Alors on va avoir des capacités qui vont de 30 hectolitres à 50 et puis à 120 hectos. On a devant nous une petite cuve de 30 hectos qui sert principalement pour la pils. On produit moins de volume de pils. On doit faire des productions fréquentes pour maintenir la levure en activité.
Et donc on a choisi de faire ça dans des cuves de 30 hectolitres. Une cuve de 50 ou 60 hectolitres servira pour des monobrassins et des cuves de 120 hectolitres pour des doubles brassins. Donc ici, on brasse par 60 hectos. Exactement, oui. C'est assez difficile de décompter les cuves de fermentation. Il y en a combien? Alors on a 17 cuves de fermentation de différentes capacités. La majorité sont des cuves de 120 hectolitres. Et après, la phase suivante, c'est la garde. Et là, on a une partie qu'on va voir maintenant de garde en cave froide en tanks horizontaux. Ça, c'est principalement destiné à la pils. Et puis pour toutes nos bières de fermentation haute, on a des tanks verticaux avec double paroi pour le refroidissement. Et ça, on va aller voir sur la cave suivante. Ce qui est assez typique pour notre pils, c'est qu'on a une dizaine de jours de fermentation principale. Et puis on va aller en maturation, comme ça en cave froide, pendant 6 à 8 semaines. Aujourd'hui, une pils moderne est fabriquée en 14 jours, fermentation et garde comprises. Pour notre pils, donc après les 10 jours de fermentation, on a encore 6 à 8 semaines de garde. Donc c'est vraiment un long process. Et on fait vraiment la pils aujourd'hui comme mon grand-père la faisait à l'époque. Donc en laissant le temps au temps de faire un produit complexe. C'est même beaucoup plus long qu'une bière de garde où c'est 21 jours? Oui, c'est plus long, mais c'est aussi lié à notre levure, qui est une levure qui produit certains composants que la garde va mettre du temps à affiner. Et donc, si on veut vraiment un profil intéressant pour notre pils à nous, il faut cette garde plus longue. Et donc, voilà, c'est des décisions qu'on prend facilement parce qu'on prend le même type de décision pour les refermentations en bouteille. On souhaite vraiment laisser le temps qu'il faut pour que la levure fasse son travail de manière correcte. Donc on a simplement des tampons de production qui se font à différents stades. Dans ce cas, la pils, c'est dans la cave de garde. Dans le cas des fermentations hautes, le tampon de production se situera en chambre chaude et on joue avec ça de manière intéressante. Ah bah si, il y a quand même un peu de cuves cylindroconiques ici. C'est pas vraiment des cylindres, donc là c'est vraiment des cuves de stockage et de filtration. Par contre, effectivement, ici on a deux toutes petites cylindros, mais de taille minuscule. Et ça, c'est des cuves qu'on a voulu installer pour faire des bières plus sensibles. Ici, on a une production de saison légère, une bière à 2,8% d'alcool. Donc pour une saison légère, on va faire la fermentation et la maturation dans la même cuve pour éviter des transferts et des risques microbiaux potentiels. Et l'autre bière qu'on fait dans cette cuve, c'est la blanche. Et là, c'est pour des questions de prise de coloration qu'on veut éviter, qu'on préfère faire la fermentation à la garde dans la même cuve. Mais on voit que le rapport diamètre-hauteur est très différent d'une cylindro de 20 mètres. Mais effectivement, ça s'approche plus de ça pour ces deux bières-là. Ouais. Allez, on va au conditionnement. Alors aujourd'hui, on est en train de conditionner de la moinette. Oui, donc moinette en 75 centilitres. Donc on travaille avec des bouteilles qu'on va laver à la brasserie, des bouteilles consignées qui reviennent sales, laveuse de bouteilles, soutireuse, bouchonneuse, museleuse, étiqueteuse. Et puis la machine qu'on a devant nous va prendre les 75 centilitres et les coucher dans les casiers pour la refermentation en bouteille. Alors ça, c'est une spécificité. Donc en 37,5, en 75 et en magnum, on fait la refermentation en bouteille couchée de manière à avoir une meilleure refermentation en bouteille et donc une levure qui va s'exprimer de manière beaucoup plus fine en bouteille couchée qu'en bouteille verticale. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe dans la bouteille à ce moment-là? Et bien avec la bouteille couchée, il y aura une interface entre phase gazeuse et phase liquide plus grand qu'avec une bouteille verticale. Et notre levure va se multiplier plus facilement, va consommer plus facilement l'oxygène, se multiplier. On évite des faux goûts, des goûts parallèles pour au contraire pouvoir exprimer des goûts beaucoup plus fins en bouteille couchée. Oui, parce qu'on entend tout le temps dire qu'une bouteille de bière se conserve debout. Pas chez nous en tout cas, chez nous la phase critique de refermentation est hyper importante en bouteille couchée. Il faut savoir qu'on ensemence nos bières avec un très faible taux de levure, de façon à avoir une multiplication de levure, d'avoir une levure jeune dans la bière. Et le fait d'ensemencer avec un taux très faible, c'est une contrainte. Et cette contrainte est facilitée après par une fermentation en bouteille couchée.
Oui, et ce qu'on n'a pas dit, Olivier, c'est que cette machine, ce robot qui prend les bouteilles verticales à la sortie de la ligne d'embouteillage et qui va les coucher dans les casiers, ça n'existe pas ou peu sur le marché, donc il a fallu le faire sur mesure. Une machine comme celle-là, elle n'existe pas. En fait, c'est un ingénieur belge qui a vraiment conçu et construit lui-même, façonné les pièces lui-même de toute cette machine. Donc c'est vraiment un spécimen unique. Je ne suis pas certain qu'il en construira une nouvelle ailleurs, mais c'est vraiment, nous, ça nous a permis de conserver la technique tout en augmentant la capacité de la brasserie. Donc c'est vraiment un investissement hyper intéressant. Et ça permet aussi au personnel de se consacrer à d'autres tâches que de mettre simplement des bouteilles dans des casiers. Donc ils peuvent faire des tâches plus intéressantes comme la surveillance de la ligne plutôt que de la juste manipulation de bouteilles. Je trouve que c'est vachement pertinent de utiliser les technologies modernes pour faire quelque chose qu'on a toujours fait, qui fait partie de la tradition de cette brasserie. La refermentation se fait dans des bouteilles couchées. Et c'est pas le process qui doit changer, c'est la technologie qui doit s'adapter aux besoins. Effectivement, donc c'était vraiment la volonté farouche, c'était de garder la fermentation en bouteille couchée. Ça, c'était le postulat de départ. Face à ça, avec notre production qui augmentait, il y avait deux solutions. Soit on multiplie les opérateurs pour mettre les bouteilles en casier, soit on se tournait vers de l'automatisation et même une création de machines. Mais c'était vraiment la décision la plus pertinente et c'est gai de voir la technologie qui vient au secours du maintien d'une technique historique. Il n'y a pas de casse, ça fonctionne bien? La machine fonctionne super bien, c'est vraiment une machine irréprochable, il n'y a pas de casse. C'est assez phénoménal, c'est une machine d'une fiabilité impressionnante. Je parlais d'interface tout à l'heure, tu vois, avec la bouteille couchée, on a vraiment une interface beaucoup plus grande que sur une bouteille verticale. Et alors après, on aura aussi une surface de contact, on le voit ici, la bière commence à fermenter, surface de contact plus importante pour les échanges levure-bière qu'en position verticale. Donc on sait faire une refermentation en bouteille verticale, d'autres brasseries le font, nous on pourrait le faire aussi, on l'a déjà fait, mais le goût du produit qu'on obtient, chez nous en tout cas, en bouteille verticale, est beaucoup moins riche et complexe que la position horizontale. Pendant cette phase critique de refermentation en bouteille, on reste en position horizontale et après s'il fallait expédier à l'export ou quoi en carton, ça peut repasser en position verticale après 6 à 8 semaines sans problème. Oui, alors la levure, parlons-en, parce que c'est le fameux chapitre incontournable. Effectivement, on voit dans la bouteille couchée que, forcément, en face de la bulle d'air se forme un dépôt de levure. C'est la fameuse levure du pont. Son nom de code, c'est T5. Oui, T5, c'est donc une version des levures que mon grand-père a isolées à l'époque. Donc, T5, maintenant, elle se transmet de génération en génération. Donc, effectivement, nous, on travaille avec T5 depuis de nombreuses dizaines d'années. C'est une levure, finalement, comme d'autres levures le sont aussi, mais c'est une levure qui génère notamment des composés phénoliques. Donc on a pas mal de ce qu'on appelle du 4VG, donc des goûts un peu phénoliques, un petit peu vers le clou de girofle, des choses comme ça, qui vont donner une certaine complexité à la bière. Mais sa particularité aussi, c'est une levure qui travaille, qui va vraiment arriver à consommer tous les sucres résiduels de la bière. Et si on associe notre technique de brassage à l'emploi de cette levure, nos bières, après plusieurs mois de fermentation en bouteille, sont des bières avec zéro sucre, des bières vraiment qu'on va appeler très atténuées en sucre, et donc de ce fait-là très désaltérantes. T5 a une autre particularité aussi, c'est que c'est une levure qui a besoin de chaleur pour travailler, et donc c'est comme ça que dans nos cuves de fermentation, on voit souvent des cuves à des températures anormales pour des levures de brasserie. Oui, c'est ça. Alors, vas-y, donne des chiffres parce que c'est assez effrayant. Mais T5 n'a pas peur de travailler à 30 degrés ou plus. C'est pas le but, mais bon, nous on essaie juste d'éviter qu'elle ne monte trop en température. À partir de fermentation normale, ça va se tourner autour de 32-33 degrés. Et si accidentellement elle montait à 39, comme je l'ai déjà vu, c'est pas pour autant qu'elle va mourir, elle est toujours vivante. Mais bon, on ne recherche pas spécialement d'aller aussi haut que ça, mais avec des bières comme la Bonveux, on a tendance à avoir des fermentations qui montent très très fort en température, parce que la fermentation dégage de la chaleur, donc plus ça fermente, plus il y a de la chaleur qui est dégagée. Mais oui, T5 est assez résistante à la chaleur. Et alors cette levure, on ne sait pas d'où elle vient? Non, on ne sait pas d'où elle vient, donc c'est Sylvain Rosier qui a sélectionné cette levure, mais nous on est content de la voir, mais on ne sait pas d'où elle vient. Et
elle est sacrément protégée. Elle est protégée, oui. Disons qu'on a, historiquement, on a toujours pris nous-mêmes en charge la conservation de la souche de levure. Donc c'était mon grand-père, sa fille, donc ma tante Claude Rosier. Et maintenant c'est mon épouse Pascale qui gère ça aussi. Donc on gère tout ça en interne, aussi bien le stockage, la propagation, le repiquage, toutes des choses qu'on fait de manière routinière. Contrairement à d'autres souches de levure, elle n'est pas conservée dans un laboratoire d'université à des températures extrêmes. Elle est conservée simplement dans un ou plusieurs frigos. C'est ça, donc on va dire dans plusieurs frigos pour limiter les risques, parce que un frigo peut prendre feu ou le bâtiment peut brûler. Donc on a 2 bâtiments comme ça où la levure est conservée, mais effectivement uniquement en interne. Et cette levure T05, c'est elle qui va faire la signature de toutes les bières du Pont. Oui, tout ce qui est fermentation haute passe dans les mains de T5, si je puis dire, qui est vraiment... on va employer la même levure pour faire de la blanche ou de la saison, le Monk Stout également. Donc toutes les bières produites seront fermentées par T5. Il y a juste pour la Pils qu'on a une levure de fermentation basse, donc une levure différente. Mais c'est aussi une souche qui a été sélectionnée à la fois par Sylvain Rosier et par sa fille Claude Rosier. Ça reste dans la famille. Ça reste dans la famille. On a parlé de l'eau, on a parlé de la levure, des autres matières premières. Alors, essentiellement le malt et le houblon. La malterie a brûlé, tu nous l'as dit. Donc plus de malterie ici. D'où proviennent les ingrédients des bières du Pont? Donc des matières premières finalement très simples, parce qu'on a des recettes vraiment très simples. Donc en quantité, le plus important, en qualité aussi, c'est le malt d'orge, qui nous est fourni par la malterie d'Ingemans en Belgique, qui se trouve près d'Anvers. Les orges maltées par d'Ingemans pour la brasserie du Pont sont principalement des orges françaises et belges. Donc on essaie d'avoir une proportion d'orges belges depuis 5 ou 6 ans. Donc en bière conventionnelle, c'est orge française et orge belge. Et en bière biologique, c'est plus d'orge belge et un pourcentage d'orge anglaise. On emploie surtout du malt Pilsen. Et la coloration cuivrée de nos bières vient plutôt de la technique de chauffage à feu nu en salle de brassage. Et pour certaines bières, on a des malts spéciaux. Donc je pense par exemple au Monk Stout, où on aura des malts torréfiés. Monette brune et ambrée, on aura des malts caramel, des malts un peu torréfiés aussi. Pour la FOMO, qui est une bière sans gluten, on aura du malt de sarrasin. Donc ça va être malté dans une autre malterie. La blanche, on aura un petit peu de froment cru qui va intervenir aussi. Et alors la matière première suivante, c'est le houblon. Et là, on travaille beaucoup avec des houblons qu'on va appeler des houblons aromatiques. On ne cherche pas à avoir des houblons avec des teneurs en alpha énormes. On préfère un houblon aromatique qu'on mettra en grande quantité, de façon à avoir de l'amertume, pas mal d'arômes, et également des polyphénols du houblon, qui sont toujours des choses intéressantes pour le corps de la bière. Les houblons, ça va dépendre des bières, mais en bière bio, on est sur des houblons allemands, de variété Allerto. En bière conventionnelle, si je prends le cas de la saison du Pont, c'est quand même une influence nette de Eastken Golding et de Styrian Golding. Pour la saison de Dry Hop, on aura en plus un Styrian Wolf qui va intervenir. Pour la Bonveux, en plus de ces houblons, on aura aussi un petit peu de Fuggles. Donc on essaie d'avoir parfois des choses un petit peu spécifiques pour certains types de bières, mais avec toujours une base Golding assez marquée. Origine Angleterre et Slovénie principalement. C'est une autre signature de la brasserie du Pont? Oui, les houblons sont importants et comme je l'ai dit, des houblons assez aromatiques pour qu'on ait autre chose que l'amertume, mais des arômes. Mais ça reste des houblons qu'on va qualifier de très classiques. On n'a pas de signature exotique au niveau houblonnage. On va faire peut-être un petit écart à ça pour la dry hop, où on aura un houblon plus particulier. Mais pour les autres, c'est aussi une volonté de rester sur un houblonnage à partir de variétés très très classiques. Le côté végétal est important aussi pour nous. Dans une ferme brasserie, c'est plutôt cohérent? Je pense que c'est cohérent. C'est l'idée en tout cas. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Olivier, que nous as-tu préparé? Alors on va démarrer avec la petite dernière, la saison légère. Donc c'est une bière qu'on vient de sortir il y a 6 semaines. L'idée était vraiment de rester dans l'esprit saison en faisant une bière
encore plus légère que celle qu'on avait. Donc ici on est à 2,8% d'alcool après refermentation en bouteille. Au niveau matière première, malt, pilsen, houblon, levure, point final. Donc matière première très simple en composition. Moins de 3% d'alcool, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle les nolos. C'est une nouvelle tendance de marché. Les consommateurs sont à l'affût de bières moins alcoolisées ou carrément sans alcool. Et c'est un virage que la brasserie du Pont a su prendre. On l'avait déjà initié depuis longtemps, parce que depuis 92, on avait une bière qui s'appelait la Biolégère, qui était faite dans le même esprit. Mais c'est vrai qu'on a voulu cette année-ci passer un cap supplémentaire en descendant sous les 3% d'alcool. Et on a profité de la sortie de bière sans gluten pour introduire ce nouveau produit, donc la saison légère, bière sans gluten, bière à 2,8% d'alcool, fidèle à l'esprit des saisons. Et une saison 0-0, ça pourrait se produire un jour ? Ça pourrait. Rien de concret pour l'instant, rien d'officiel, rien de testé encore, mais c'est pas l'idée première, mais c'est de toute façon une idée à travailler et à expérimenter, parce qu'on pourrait être les premiers surpris. Mais tu as un dossier sur ton bureau ? C'est encore un autre dossier celui-là, mais il y a effectivement un dossier pour ça aussi. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette saison légère ? On va commencer par la goûter d'abord. C'est une bière finalement avec le fait qu'on soit descendu aussi bas que 2,8. Il va nous rester des marqueurs bien particuliers, notamment de la levure. Et au premier nez, on est déjà sur le côté plus épicé, plus phénolique de la levure. Et après, on va voir... parce qu'en parfum de fermentation, effectivement, on en aura, mais comme on fermente beaucoup moins de sucre que sur une bière normale, on aura moins de parfum de fermentation. Donc on aura plutôt la signature de la levure qui va apparaître. Alors on a voulu une amertume quand même bien présente sur le produit. Et après on a ce côté céréalier, mais on n'aura pas le corps qu'on a avec une bière beaucoup plus forte. Donc pour moi on reste vraiment sur quelque chose de désaltérant, de rafraîchissant, sur une bière, parce que ça a le goût de bière et ça se comporte comme une bière. Mais avec un profil... peut-être plus simple que sur une bière forte. On aura pas mal d'ester, pas mal d'alcool qui vont donner du moelleux au produit. En résumé, je dirais produit sec, produit marqué levure du Pont et amer, bien désaltérant. Après la saison légère, la saison pas légère. La saison du Pont, notre produit phare. Cette fois-ci, on va la goûter en bouteille de 75 centilitres. Donc avec une refermentation plus complexe du fait de la bouteille 75 centilitres, bouteille couchée. Déjà au niveau, rien qu'en servant le verre, au niveau couleur, on a déjà quelque chose qui est beaucoup plus cuivré, plus doré que dans la saison légère. Ça c'est lié aussi à la quantité de matières premières qui vont intervenir dans la production. À l'apparence d'une superbe mousse qui est aussi liée à la fermentation 75 centilitres, on a des choses assez complètes. On est sur des variétés de houblon différentes de la saison légère, donc on a un nez ici de houblon très différent de la précédente, mais on a également des arômes de fermentation qui sont bien présents. Et à côté de ça, on a toujours cette signature levure du Pont, donc ce côté épicé, phénol est présent aussi, mais on est quelque chose de beaucoup plus complet ou complexe que ce qu'on avait dans le premier verre, mais c'est tout à fait normal vu la teneur en alcool et le format de la bouteille utilisée. C'est trop bon, mais c'est de nouveau toute la richesse de la saison du Pont. On aura une amertume bien présente, bien marquée, sans être vraiment extrême. Et ce côté aussi plus sec du produit, du fait de la refermentation, qui est déjà plus avancée. La bouteille précédente, on a quelques semaines de refermentation, et ici on est déjà sur une bière avec plus de 3 mois de refermentation. Donc chaque mois qui passe, il y a de plus en plus de sucres qui sont consommés. Et ici, on est déjà à un stade où la bière est déjà bien sèche. Une complexité apportée par la fermentation en bouteille couchée. On est sur une robe qui est dorée profond. Et ça, c'est dû à la cuisson à feu nu ? C'est ça, c'est en partie le chauffage à feu nu qui va caraméliser une partie des sucres et donner une couleur plus cuivrée. On a aussi un schéma de production où
différentes étapes peuvent colorer un petit peu et on n'est pas dans des brasseries où on veut vraiment rester avec une coloration inférieure à telle valeur pour avoir une bière bien blonde. Ici, voilà, c'est un blond plus rustique, mais on l'assume, ça fait partie du produit. Rustique, c'est le terme. Oui, c'est pas une bière avec beaucoup d'artifice, c'est une bière qui s'exprime telle qu'elle doit s'exprimer, donc on n'essaie pas d'en faire un standard de présentation. C'est vraiment laisser les matières premières s'exprimer en fonction des techniques de production qu'on utilise. Olivier, la saison du Pont, c'est une bière qu'on peut qualifier d'iconique, puisqu'elle aurait pu disparaître. Tu nous disais qu'il y a eu une époque où elle était brassée, mais en tout petit volume, essentiellement pour la famille et les amis. Et c'est grâce à ce que tu nous expliquais tout à l'heure, Michael Jackson et l'aura américaine qu'elle a pu redémarrer. Finalement, ça tient à peu de choses. Ça tient effectivement à peu de choses. La chance qu'on a eue, c'est de conserver la bière telle qu'on l'avait toujours faite, de ne pas changer sa recette. Et puis le jour est arrivé où elle a été diffusée à plus grande échelle. Finalement, à une certaine époque, on était la seule bière de type saison à être vendue sur un grand territoire géographique et en quantité. Et donc beaucoup de gens se sont raccrochés à ça pour... Déjà, elle plaisait beaucoup parce qu'elle est quand même très particulière. Pour certaines personnes croient qu'il faut absolument ce type de bière pour être une saison. Nous, on cocherait beaucoup de cases, si pas toutes les cases, pour une bière de type saison. Et la petite nuance, c'est le côté épicé, phénolique que produit par notre levure. C'est une signature chez nous, mais on pourrait faire une très bonne saison sans avoir ce type de levure. Mais chez nous, c'est comme ça et c'est une chance qu'on soit reconnu au niveau international pour cette bière. C'est facile de gérer la notoriété ? En restant simple, tout est facile. On est content de cette notoriété, mais notre travail de base, c'est de maintenir la qualité des produits et la typicité des produits. On communique de plus en plus là-dessus, malgré tout. C'est important de nous faire connaître encore là où on n'est pas connu, mais en conservant les qualités du produit. Troisième et dernière dégustation. Donc on a la Moinette blonde en 75 centilitres. C'est encore une bière ici qui a 3 mois de refermentation en bouteille. Alors la Moinette, on le rappelle, c'est la bière qui marchait quand la saison ne marchait plus. Et d'ailleurs, c'est un verre de Moinette qui est apposé sur le fronton de la salle de brassage. Oui, pendant longtemps, c'est un petit peu grâce à la Moinette, enfin c'est pas un petit peu, c'est grâce à la Moinette que la brasserie a pu continuer à se développer. Un ancrage belge très fort pour la Moinette. Et en fait, la Moinette, c'est une version, on va dire, élaborée de la saison du Pont. Donc c'est une saison du Pont dans laquelle mon grand-père a mis plus de matières premières, donc plus de malt, plus de houblon. Mais c'était les mêmes techniques de production, donc même recettes que la saison du Pont, si ce n'est qu'on met plus de matières premières. Et donc on arrivait à une bière à 8,5% d'alcool. Et ces 2% d'alcool en plus, au niveau de la fermentation principale, ça va générer plus d'ester, donc plus de fruité dans la bière. Et on aura un moelleux fourni par l'alcool plus important que dans la saison du Pont. Mais ça reste, pour une bière à 8,5%, ça reste malgré tout une bière qu'on peut qualifier de sèche. Donc on va goûter ça. Et c'est effectivement au nez le fruité qui va sortir plus que dans la saison du Pont. Avec une belle amertume, on aura dans ce verre-ci encore un petit peu de sucré parce que la refermentation en bouteille est plus lente en Moinette qu'en saison du Pont. Mais à terme, on va arriver à une bière encore plus sèche qu'elle n'est aujourd'hui. Donc on associe de nouveau ce côté épicé, phénolique, le côté fruité plus exacerbé que dans la saison du Pont, l'amertume aromatique. C'est une bière aussi qu'on peut qualifier de bien complexe et de très désaltérante. Et alors en termes de vente, par rapport à la saison du Pont, elle se situe où ? Donc la Moinette aujourd'hui, ça représente environ, c'est un petit 20% des ventes de la brasserie. Il y a 10-15 ans, c'était beaucoup plus que ça. C'est un volume qui se stabilise, voire parfois est en petite croissance, mais la croissance qu'on a sur la saison du Pont, les saisons bio sont beaucoup plus fortes que la Moinette blonde. On a parlé du marché américain qui a remis en selle la saison du Pont. Aujourd'hui, évidemment, le marché belge est un marché important, le marché français aussi. Comment la brasserie se déploie sur le marché mondial ? Alors, on est majoritairement présent sur la Belgique. Il y a encore pas mal de choses à faire au niveau commercial pour être encore plus présent. En France, on a vraiment de très belles ventes. Et là, je dirais qu'en France, ça va être selon les régions... la saison du Pont, ou bien certaines régions comme dans le Nord, ici c'est quand même pas mal de moinettes aussi qui se vendent. Saison bio bien représentée en France, moinettes bio également.
Et au niveau mondial, après, c'est les États-Unis qui sont le troisième marché de vente, avec une très grosse présence de la saison du pont aux USA, aussi bien en bouteille qu'en canette. Et la Monette Blonde va rejoindre la saison du pont aux USA maintenant. Elle va sortir en canette spécifiquement pour les USA. Et ça, c'est un produit qui va sortir dans moins de 2 mois. Et puis pour le reste des ventes à l'export, c'est assez variable. On a des ventes conséquentes en Italie, aux Pays-Bas, en Suède. Danemark est aussi un pays qui tourne bien. Et puis hors Europe, on aura des pays comme le Japon, l'Australie, un petit peu de vente en Chine aussi. Donc on essaye d'être présent dans pas mal de pays différents, mais pour l'instant c'est vraiment une majorité des ventes en Belgique et une présence, un ancrage régional très très fort. Si on prend la zone Wapi dans laquelle on se trouve et le nord de la France, ces deux ensemble représentent vraiment un gros pourcentage. Olivier, on a dit que ce qui faisait le succès de la brasserie du Pont, finalement, c'était des recettes ancestrales. Et en même temps, la brasserie continue de s'adapter. On a dégusté la saison légère. Il y a la nouvelle FOMO sans gluten qui vient d'être lancée il y a quelques semaines maintenant. On a vu apparaître l'année dernière la saison de Dry Hop en canette. Malgré le fait que la brasserie cultive sa tradition, elle n'en est pas moins tournée vers l'écoute du marché et vers un côté plus moderne également. Oui, tradition, ça ne veut pas dire rester figé, rester timoré dans son coin. Donc, moi, dans le côté tradition, je vois le fait de perpétuer des techniques historiques. C'est plus ça, ma tradition. Perpétuer ces techniques, mais aussi s'ouvrir à des techniques nouvelles ou à des façons de faire plus récentes. Pour moi, les deux sont compatibles. Pour autant, qu'on reste fidèle à l'esprit de la brasserie. C'est tout à fait compatible de faire de la fermentation en bouteille 75 centilitres et à côté de ça de faire de la canette. Si on fait ce qu'il faut pour que les deux soient cohérents et reliés. Et puisque tu parles d'image, l'image évolue. L'image évolue, c'est pour ça que maintenant on a des gens qui travaillent en communication et qui nous aident à nous faire connaître à différentes échelles. Donc c'est l'image et la diffusion de l'image et en parler correctement, c'est très important. Oui. Et donc les derniers changements qu'on a actuellement, c'est une refonte complète des étiquettes de la gamme saison. Donc on a commencé, qu'on a déjà pu diffuser avec la sortie de la bière, et puis dans les semaines qui viennent, c'est la saison du pont, la saison bio qui vont sortir avec le nouvel habillage. En termes de production, on a parlé de 30 000 hectos par an. Il y a des ambitions supérieures où on est arrivé à un plafond de verre qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin. Non, il y a clairement des ambitions supérieures. Maintenant, le contexte économique et sectoriel est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on plafonne un peu à ces zones-là pour l'instant. Mais comme on aime bien investir de manière anticipée, de façon à pouvoir laisser le temps au temps dans tout ce qu'on fait au niveau production, on a un outil de production qui nous permet de faire beaucoup plus aujourd'hui. Donc, on pourrait répondre sans problème à des demandes plus importantes. On se revoit dans 3 ans ? On se revoit dans 3 ans, peut-être avant. Merci à Olivier Dedecker ainsi qu'à toute l'équipe de la Brasserie du Pont pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité lors de l'enregistrement de cet épisode du Podcapsuleur. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram pour liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez également à laisser un commentaire et 5 étoiles sur vos plateformes de podcast préférées et bien sûr, soutenez le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. À très vite pour découvrir d'autres aventures brassicoles. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.